séance de cours, c'est la suite des séances précédentes. Ce chapitre, il est intitulé Antenne multi-éléments. Donc, dans ce chapitre, nous allons commencer par une introduction, tout d'abord. Et puis après, on va définir le rayonnement d'un groupement de deux antennes. Ce groupement de deux antennes est appelé antenne pélote parasite. Donc, le groupement de ces deux antennes constitue bien évidemment une antenne qui est appelée antenne pélote parasite. Puis nous allons voir les antennes à dipôles croisés. Donc, il y a beaucoup de types d'antennes qui utilisent des dipôles croisés. Croisés ou sous d'autres formes. Hein. Donc, c'est des associations des dipôles. Donc, on va voir comment peut-on concevoir des antennes à l'aide de plusieurs éléments, c'est-à-dire des différentes dipôles ou doublés qui sont des éléments simples qu'on a vus auparavant dans le chapitre 2. Et puis, la dernière partie de ce cours, ou de ce chapitre plutôt, ça va concerner les antennes réseau. Donc, on va parler sur ces antennes réseau, on va les définir d'abord. Donc, tout d'abord, un réseau en 2D, puis un réseau en 3D. D'accord? Et on va essayer de voir comment mettre ces antennes dans un réseau et comment profiter des performances de ces antennes pour, bien évidemment, améliorer les différentes caractéristiques, à savoir le diagramme de rayonnement, le gain, ainsi de suite. Alors, tout d'abord, une introduction. Donc, cette introduction va nous permettre de savoir pourquoi on veut étudier des antennes multi-éléments. Donc, d'habitude, une antenne ou bien une source rayonnante, même de structure compliquée, ne permet pas toujours d'obtenir le diagramme de directivité ou bien le diagramme de rayonnement désiré. D'accord? Donc, une seule antenne ou une seule source rayonnante, quelle que soit sa structure, même des structures avec une structure compliquée, parfois dans certaines applications, ne répond pas à le besoin ou le cahier de charge au niveau de diagramme de rayonnement, au niveau aussi des performances, à savoir le gain, la directivité, ainsi de suite. Alors, c'est pour ça, il faut penser à améliorer ces performances. Et pour améliorer toutes ces performances-là, il faut associer plusieurs antennes, ou rassembler plusieurs antennes sous forme d'un groupement d'antennes dans le but de voir est-ce qu'il y a moyen d'agir sur les performances dans le but de les améliorer. Alors, le diagramme de rayonnement est fixé par la structure de la source et ne peut être modifié. D'accord? Donc, si on veut changer le diagramme de rayonnement, ou améliorer ce diagramme de rayonnement, soit au niveau de sa directivité ou bien au niveau de l'intensité de rayonnement. Donc, on ne peut pas le faire vu que le diagramme de rayonnement il est propre à cette antenne. D'accord? Donc, il faut changer l'antenne. D'accord? Si je veux changer le diagramme de rayonnement, il faut que je change l'antenne. C'est-à-dire, je prends une autre antenne ayant un autre diagramme de rayonnement. Alors, l'idée, donc, au lieu de changer d'antenne, on va essayer de construire une antenne à base de plusieurs éléments de telle façon à avoir le diagramme de rayonnement désiré. Alors, pour s'affranchir de ces problèmes, on effectue un groupement convenable d'antennes. Ce groupement d'antennes, il est alimenté avec des amplitudes et des phases appropriées. Donc, les antennes, ils sont parfois alimentés. Hein, donc, ça dépend des cas. On va voir plusieurs cas de figure tout au long de ce chapitre. Parfois, on a
par exemple, pour le premier cas qu'on va voir, le groupement pélote-parasite, donc on va voir que il n'y a que le pélote qui va être alimenté, le parasite ne va pas être alimenté. Il y a deux antennes, hein, une qu'on l'appelle pélote et l'autre parasite, d'accord? Donc une qui va être alimentée, l'autre ne va pas être alimentée. Donc, ou bien, dans certains cas, on peut alimenter toutes les antennes, hein, donc toutes les antennes du groupement peuvent être alimentées. Bien évidemment, dans ce cas-là, on va agir sur les amplitudes et les phases. D'accord, sur les amplitudes et les phases, c'est-à-dire soit on a une alimentation qui est amplitude, c'est-à-dire avec le même amplitude, ou bien et la même chose pour la phase, soit on a équiphase ou bien on a avec des phases différentes, c'est-à-dire que l'alimentation arrive avec un certain déphasage pour chaque type d'antenne. Donc le fait de varier ou d'agir sur les phases d'alimenter avec certains déphasages, ça permet de changer le comportement de l'antenne et surtout au niveau de son rayonnement, disons au niveau de son diagramme de rayonnement. Donc on va voir tout ça donc sur plusieurs exemples. Tout d'abord, on va commencer par des groupements simples avec deux antennes, puis après on va essayer de compliquer l'étude avec des groupements qui sont un peu plus général ou plus compliqué, hein, donc qui contient un peu une antenne ou plusieurs antennes. Alors le but de toute cette étude, bien évidemment, c'est de s'approcher du diagramme de rayonnement désiré. Dans certaines applications dédiées, donc on a un besoin d'avoir un diagramme de rayonnement sur mesure, et donc, donc pour confectionner l'antenne qui va nous permettre d'avoir ce diagramme de rayonnement. Donc, on est obligé de rassembler plusieurs antennes sous forme d'un groupement ou d'un réseau. Donc, cela, ça nous permet de modifier rapidement le diagramme de rayonnement ou avoir un diagramme de rayonnement aussi agile, c'est-à-dire qui peut s'adapter à toutes les situations selon l'alimentation au niveau amplitude et phase. Donc, l'alimentation, c'est une chose propre à l'utilisateur, c'est lui qui alimente l'antenne, et donc la façon d'alimenter l'antenne peut agir sur son diagramme de rayonnement, c'est-à-dire je peux, à l'aide de l'alimentation, est-ce que je suis qui est amplitude, est-ce que je suis qui est phase, c'est-à-dire les mêmes amplitudes ou bien les mêmes phases, est-ce que je varie les amplitudes, c'est-à-dire j'ai plusieurs antennes et l'alimentation au niveau amplitude n'est pas la même, d'accord, ou bien au niveau de phase, j'essaie de déphaser, créer des déphasages au niveau de l'alimentation. D'accord? Donc, une antenne sera alimentée en retard ou bien en avance par rapport à l'autre sur tout un réseau d'antennes. Cela, bien évidemment, nous permet de piloter le diagramme de rayonnement, c'est-à-dire de changer le diagramme de rayonnement et de l'adapter et de l'ajuster selon un besoin bien déterminé. Donc, tout ça, c'est des études. Hein, donc, on va voir, il y a des formules, on va se baser principalement sur ce qu'on a vu dans le chapitre 2, c'est-à-dire tous les calculs qu'on a vus sur les antennes simples, pour essayer, bien évidemment, de généraliser ça sur des groupements d'antennes et de tirer les conséquences, bien évidemment, des conclusions plutôt, pour comprendre un peu le fonctionnement général des groupements d'antennes. Alors, pour commencer, donc, on va considérer le groupement pélote-parasite. Donc, c'est quoi ce groupement pélote-parasite? Eh bien, tout simplement, ce sont deux antennes, hein, comme vous pouvez voir sur la diapo. Donc, une antenne appelée parasite qui est là, d'accord, et une autre antenne qui est là, appelée pélote. Donc, les deux antennes se trouvent verticales. Ils sont positionnés de manière verticale, suivant l'axe, vous pouvez dire, suivant l'axe OZ. L'une de ces deux antennes, il est alimentée, c'est l'antenne pélote. Donc, il est alimenté ici. Donc, c'est un dipôle. Comme vous pouvez voir, c'est un dipôle. Donc, il est constitué de deux parties identiques, d'accord, de deux brins identiques. Et donc, l'alimentation, il est au milieu, comme vous pouvez voir ici.
L'autre antenne, c'est l'antenne parasite. Donc, ça peut être un dipôle, ça peut être, voilà, donc, généralement que c'est un dipôle, d'accord? Donc, il sera alimenté par couplage, d'accord? À travers le rayonnement du pélote. Donc, c'est ça l'idée en fait. Donc, on va considérer deux dipôles de méandre. Ils sont placés l'un par rapport à l'autre, ou les deux dipoles sont placés l'un par rapport à l'autre à une distance de lambda sur 4. Donc la distance entre les deux, c'est lambda sur 4. Bon, ce n'est pas par hasard qu'il y a lambda sur 4, on verra après l'intérêt de mettre lambda sur 4, donc, ou bien de changer la distance. Donc voilà, on pourra aussi agir sur la distance entre les différents éléments du groupement. D'accord? Là, c'est un groupement d'antennes. Donc, en fait, ce groupement-là va constituer une antenne. Voilà, une antenne qui est constituée par deux éléments. Après, on pourra généraliser. Une fois qu'on va étudier, qu'on va essayer de trouver les différentes relations par rapport à ce groupement de deux antennes, on essaiera de généraliser en fait sur plusieurs antennes, 3, 4, ainsi de suite, même plus, et on essaiera de voir comment placer les antennes pour former des groupements d'antennes et agir sur le diagramme de rayonnement. D'accord? Donc, deux dipôles de méandre placés à lambda sur 4 l'un de l'autre. L'un, il est alimenté et l'autre, il est pas alimenté. Donc, le pélote est toujours alimenté. C'est pour ça on l'appelle pélote. C'est lui qui va péloter, si vous voulez. Et le parasite, il n'est pas alimenté. Donc, il va s'auto-alimenter ou plutôt, il va s'alimenter par couplage à travers le rayonnement du pélote. D'accord? Alors, l'idée, c'est qu'on doit calculer le champ en deux points. Le point M qui se trouve là de ce côté-là, d'accord, c'est-à-dire vers l'avant de Pélote, et le point M' qui se trouve vers l'arrière de Parasite. D'accord. Donc, le point M situé à une distance L, donc la distance donc on va considérer qu'il y a une distance, hein, donc évidemment, entre le point M et le pélote, d'accord, donc le point M situé à une distance L en avant du pélote, d'accord. Bien évidemment, le point M et le point M' doivent appartenir dans la zone du champ lointain, d'accord. Donc là, on parle sur la zone de champ lointain, parce que c'est en point M et en point M' qu'on va calculer le champ rayonné par le pélote, le parasite, par les deux, en fait, par l'ensemble de ce groupement. D'accord? Donc, le point M', il va être situé, donc on va supposer qu'il est situé à une distance L', d'accord? Loin L', en arrière du parasite. D'accord? Donc, les deux sont des antennes d'épaule, de méandre. Donc, puisqu'ils sont de méandre, donc la longueur des deux antennes, c'est de L égale à L à lambda sur 2. D'accord? Donc, ce sont des dipôles de méandre. Et on sait qu'un dipôle de méandre a une longueur lambda sur 2. Donc, voilà le schéma ou la problématique. Maintenant, notre but, c'est de calculer le champ rayonné par le sous-groupement point M, qui appartient bien évidemment au champ lointain, et aussi au point M', qui est aussi très loin de ce groupement, de l'autre côté vers l'arrière du parasite. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? Lorsque le pélote il est alimenté, le pélote va rayonner. D'accord? L'antenne pélote qui est un dipôle de méandre, va rayonner vers l'avant et vers l'arrière, parce qu'on a vu le diagramme de rayonnement d'un dipôle. Le diagramme de rayonnement d'un dipôle, il rayonne vers l'avant et vers l'arrière. Donc, il y a deux cercles, hein. Rappelez-vous des cercles du diagramme de rayonnement qu'on a vu lorsqu'on a calculé la fonction caractéristique de rayonnement dans le chapitre 2, lorsqu'on a étudié le dipôle. Donc, on a vu que le dipôle rayonne dans deux sens, d'accord, dans les deux sens, vers l'avant et vers l'arrière. Alors, le champ rayonné vers l'arrière atteint le parasite, d'accord, avec un déphasage de K fois lambda sur 4.
D'accord? Donc, le champ qui va être rayonné vers l'arrière de Pélote va arriver au niveau du parasite. Et donc, il arrivera avec un certain déphasage. D'accord? Il arrivera avec un certain déphasage. Ce déphasage égale à K, constante de propagation, fois lambda sur 4. Lambda sur 4, c'est la distance. D'accord? La distance entre les deux. Donc, on multiplie k fois lambda sur 4, c'est-à-dire k fois la distance entre les deux. Donc, dans ce cas-là, ou dans notre cas, la distance, il est de lambda sur 4. D'accord? Donc, k fois d. D, c'est la distance. Donc, la distance est égale à lambda sur 4. Donc, k, c'est égal à 2pi sur lambda. D'accord? K, c'est la constante de propagation. Donc, égal à 2pi sur lambda. Ce qui va nous donner pi sur 2. D'accord? Le déphasage du champ qui va atteindre le parasite et qui est bien évidemment rayonné par le pélote, arrive au niveau du parasite, l'antenne parasite, l'antenne d'épaule qui n'est pas alimentée, avec un certain déphasage de pi sur 2 par rapport au déphasage initial. D'accord? Bon, on suppose qu'il n'y a pas de déphasage initial, sauf dans certains cas où c'est on a un déphasage initial. Dans ce cas-là, il faut le rajouter. D'accord? Il faut le prendre en considération. Si on n'a pas de déphasage initial, eh ben, le déphasage, le champ qu'on va trouver ou qui va arriver ou qui va atteindre le parasite, et sera bien évidemment, il va arriver avec un certain déphasage de pi sur 2. Alors, ce champ inducteur, créé dans le parasite, va créer un courant induit en phase avec lui. D'accord? Donc, le champ qui va arriver jusque-là va créer un courant induit en phase avec, bien évidemment, ce champ-là. Et les variations de ce courant induit sont, bien évidemment, d'après la loi de Lenz, en opposition de phase avec celle de la force électromotrice induite. D'accord? Donc, en appliquant la loi de Lenz, d'accord, la variation de courant, il est en opposition de phase avec celle de la force électromotrice induite. Donc, cette force électromotrice induite créée, donc il va créer enfin un champ induit rayonné par le parasite. Donc, le parasite, il est alimenté. Donc, vu qu'il est alimenté, donc il y a un courant qui a le sens qu'il est en opposition de phase. D'accord? Donc, création d'un courant en opposition de phase dû à ce champ et dû à la force électromotrice induite par le champ. Donc, le champ va créer une force électromotrice. Cette force électromotrice va créer un courant en opposition de phase, d'après la loi de Lenz. D'accord? Donc, bien évidemment, le parasite va rayonner. Il commence à rayonner. Vu qu'il est maintenant alimenté, il y a un courant qui circule sur le parasite, donc il va rayonner. Enfin, un champ induit rayonné par le parasite en phase avec cette force électromotrice. D'accord? Et par conséquent, sous l'influence de Pélote, le parasite va rayonner un champ de même amplitude aux pertes près. Donc, on va supposer qu'on n'a pas de perte. On va dire, voilà, parce que lorsque le champ se propage, normalement, il y a des pertes. D'accord? Mais si on imagine que la distance elle est de lambda sur 4 et donc voilà, on est dans un environnement où il y a pas de perte, donc on suppose qu'on a le même amplitude. Donc, pour commencer, si vous voulez, l'étude, on suppose qu'on n'a pas d'amplitude. Après, on pourra supposer qu'il y a des pertes et donc on pourra revenir et réajuster l'étude. Mais pour le moment, on va supposer qu'il n'y a pas de perte, donc on a la même amplitude. Donc, c'est-à-dire que même que le champ se propage à une distance, d'accord, on a presque la même amplitude à peu près. Donc, généralement, les pertes, on essaye de les minimiser hein, donc, dans toutes les applications. Et donc, même qu'il y aura des pertes de ce champ, normalement, généralement, ça ne va pas être beaucoup. Et donc, voilà, on peut toutefois les négliger. Donc, à ce niveau-là, donc on va négliger les pertes et dire que le champ rayonné par le parasite il a la même amplitude que le champ rayonné par le pélote. Et donc, mais qui sera déphasé de 3 pi sur 2. Pourquoi 3 pi sur 2? Donc déjà, il y a pi sur 2 de déphasage dû à la distance, d'accord? Dû à la distance entre le pélote et le parasite, d'accord?
Et puis, il y a une opposition de phase, et donc le champ rayonné par le parasite, il sera en opposition de phase avec le champ rayonné par le payload. Donc, il y a cette opposition de phase égale à pi. Donc, pi plus pi sur 2. Pi sur 2, c'est le déphasage dû à cette distance-là, parce que le champ rayonné par le payload, pour qu'il arrive au niveau du parasite ou pour qu'il atteigne le parasite est créé par la loi de Lenz, une force électromotrice induite qui va créer un courant en opposition de phase, qui va créer un champ. Donc, il sera déphasé, bien évidemment. Donc, il y a une sorte de déphasage ici. Donc, le déphasage dû à ce déplacement de champ, il est égal à pi sur 2. Après, une fois que le champ atteint le parasite, donc il y aura création par la loi de Lenz d'un champ induit rayonné qui sera en opposition de phase avec le champ rayonné par le payload. Donc il y a cette opposition de phase. Ça veut dire qu'on a une phase qui est égale à pi. D'accord? Et donc, on doit calculer le déphasage global de champ rayonné par le payload. Donc, ça sera pi sur 2 plus pi. D'accord? Ça, c'est le déphasage de champ global ou de champ plutôt rayonné par le parasite. D'accord? Donc, le champ rayonné par le parasite, il sera on va supposer qu'il aura la même amplitude que le champ rayonné par le pilote, mais avec un déphasage de 3 pi sur 2. Pi sur 2 dû à la distance, plus pi, c'est l'opposition de phase, donc ça donne 3 pi sur 2. D'accord? Donc, on aura deux antennes qui vont rayonner un champ électromagnétique, bien évidemment. Donc, le pilote va le rayonner, c'est un rayonnement d'un dipôle. Hein. On a déjà les expressions du champ rayonné par un dipôle, demi-onde, de longueur L égale à lambda sur 2. Et puis, le parasite aussi va rayonner comme un dipôle demi-onde, sauf que on prend la même expression de dipôle et on rajoute un certain déphasage de 3 pi sur 2. Alors maintenant, on va faire le bilan. Tout d'abord au point M. Donc, le point M qui se trouve à une distance L, loin du sous-groupement et vers l'avant du pilote. D'accord? Donc, on va calculer le champ global ici, au point M. Le champ global, c'est-à-dire la somme du champ rayonné par le pilote et le parasite, au point M. Et puis, après, au point M', donc qui se trouve en arrière du parasite, qui se trouve à une distance L'. D'accord? Donc, supposons, on supposera, si vous voulez, on peut supposer que L égale à L'. Hein. En tous les cas, au point M, on a la somme de deux champs. Un champ rayonné par le pilote, qui est déphasé de K fois L. D'accord? Donc, le déphasage, ça va être K fois L. K, c'est la constante de propagation, multiplié par L. L, c'est la distance. Hein. Donc, L, c'est la distance. Donc, le champ qui va être là, ce sera la même expression de champ rayonné par le pilote, sauf avec un certain déphasage. Le déphasage, c'est K, constante de propagation fois la distance entre le point M et le pilote, et donc c'est K fois M. D'accord? Maintenant, le champ rayonné par le parasite au point M, ça va être bien évidemment K fois L, plus cette distance-là, pi sur 2, plus ce déphasage de pi sur 2. Ici, c'est un déphasage de pi sur 2. C'est K fois lambda sur 4, ce qui donne pi sur 2. D'accord? Sachant que K, d'accord, c'est 2 pi sur lambda. D'accord? K, c'est 2 pi sur lambda, ce qui nous donne un déphasage de pi sur 2. Donc, le champ rayonné par le parasite, il va parcourir cette distance d'abord. Donc, cette distance, donc il aura un déphasage de pi sur 2, plus ce déphasage-là de KL. D'accord? Ce déphasage-là de KL. Voilà, donc
pour bilan. Donc, on aura plus le déphasage initial. Donc, on a un déphasage initial d'abord de 3π/2 parce que le champ rayonné par le parasite est là, un déphasage de 3π/2 qu'on vient de calculer, d'accord? Plus π/2 dû à la distance entre le parasite et le pélote, et puis KL. Donc, ce qui va nous donner 2π plus KL, d'accord? 2π plus KL, d'accord? Et donc, les champs rayonnés par le pélote et le parasite au point M sont en phase, d'accord? Ils sont en phase, on constate qu'ils sont en phase, hein, donc la phase ou le déphasage de champ rayonné par le pélote est les de KL, d'accord? Et le déphasage de champ rayonné par le parasite, il est de 2πKL, donc ça veut dire qu'ils sont en phase et donc ils vont se rajouter, d'accord? Ils vont se rajouter et donc s'ils se rajoutent, c'est-à-dire qu'au point M, on aura le double de champ rayonné par un dipôle. C'est comme on a doublé le champ rayonné par le dipôle et donc on a favorisé le rayonnement vers le point M, c'est-à-dire qu'on a le double de rayonnement d'un dipôle. On a doublé le rayonnement. Alors maintenant, au point M', qu'est-ce qui va se passer en arrière du parasite, donc à une distance L', d'accord, du parasite. D'accord? Donc, on aura le champ rayonné par le pélote. Le champ rayonné par le pélote, ça va être le même champ rayonné par un dipôle de méandre avec un certain déphasage de π/2 dû à cette distance-là, plus K fois L'. D'accord? π/2 plus K fois L'. D'accord? Puis, le champ rayonné par le parasite, qu'on va le retrouver au point M' aussi. Donc, le champ rayonné par le parasite, c'est le même champ que c'est le même champ rayonné par un dipôle, mais avec un certain déphasage initial de 3π/2, plus KL'. D'accord? Au bilan, donc le champ rayonné par le pélote, il est déphasé, comme on vient de dire, de KL' plus π/2. π/2, c'est le déphasage dû à la distance entre le parasite et le pélote. Et le champ rayonné par le parasite au point M', il est K fois L' plus 3π/2. 3π/2, c'est le déphasage initial du champ rayonné par le parasite, parce qu'on a calculé ce déphasage tout à l'heure et on a dit que le parasite, déjà, il rayonne un champ en déphasage de 3π/2, d'accord? Par, bien évidemment, la loi de Lenz. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux champs rayonnés à la fois par le pélote et le parasite sont en opposition de phase, d'accord? Un qui a un déphasage de KL plus π/2 et l'autre c'est KL plus 3π/2. D'accord? Donc, ils sont en opposition de phase et donc ils vont se retrancher, donc ils vont s'annuler. D'accord? Donc, si on suppose qu'ils ont la même amplitude, donc on suppose qu'on n'a pas de perte, d'accord, au niveau de propagation de champ, donc les pertes ils sont négligeables, d'accord. Donc on a une opposition de phase et cette opposition de phase, ça veut dire que le champ va s'annuler. Et donc si le champ rayonné par le pélote et parasite ont la même amplitude, au point M, on va avoir un champ qui vaut 2 fois celui rayonné par un pélote, par un dipôle seul, et au point M', on va avoir un champ nul. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit en ce moment que le parasite joue le rôle de réflecteur. Donc, le parasite, il a joué le rôle de réflecteur, c'est comme il nous a permis de réfléchir tout le rayonnement vers le point M, d'accord? Vers l'avant du pélote, d'accord? C'est comme on a dirigé le rayonnement vers le pélote, vers l'avant du pélote, et en arrière du parasite, on n'a plus rien. Donc, on n'a plus rien, on a un champ qui est nul. Cette fois-ci, donc, si on suppose que les amplitudes ne sont pas les mêmes, et on a quand même quelques pertes bon, qui sont à peu près négligeables,
mais on va les tenir en compte, même qu'ils sont négligeables. De toute façon, on aura aussi un maximum de rayonnement vers l'avant du payload, c'est-à-dire vers le point M, et on aura vraiment un rayonnement où le champ, au lieu qu'il soit nul, le champ total au point M', il ne sera pas nul, mais il sera très très faible, d'accord, dû à ces pertes-là. D'accord, donc voilà. Mais toujours, on aura le maximum de rayonnement vers l'avant du pilote. Et donc, autant que on a moins de pertes, d'accord, au niveau d'amplitude, autant que on maximise le champ vers le point M ou vers l'avant du pilote sera égal à sa valeur maximale. En tout cas, il sera toujours de grande valeur, mais il sera de valeur maximale lorsque les pertes ils sont négligeables ou qui sont nulles. Alors, voilà donc le groupement pilote-parasite. Hein. Donc, voilà l'avantage de ce groupement. Ça nous a permis d'orienter le rayonnement vers une direction donnée. Donc, comme vous pouvez voir, le rayonnement, il est dirigé vers le point M, vers la direction pilote-parasite, ou vers l'avant, si vous voulez, du pilote. Alors, voyons à présent ce qui va se passer lorsque le parasite a une longueur deux ailes qui est un peu différente de lambda sur 2. Il se trouve à une distance bien évidemment à peu près égale à lambda sur 4 de pilote. Et donc le déphasage du champ rayonné par le parasite dépend de la distance d. D'accord? Donc il dépend de la distance d, hein, comme vous pouvez voir. Il faut que la distance d reste égale à lambda sur 4. Parce que si la distance entre le pilote et le parasite euh, change de lambda sur 4, bien évidemment, on doit refaire tout le calcul et il se peut qu'on n'a pas la même conclusion qu'on vient d'avoir. Alors donc le déphasage de champ rayonné par le parasite dépend de la distance d, mais également de son impédance propre. Donc en effet, ce champ n'introduit un déphasage de pi que si son impédance propre est une résistance pure. D'accord? Et en effet, comme on a vu précédemment, ce n'est que pour des longueurs légèrement inférieures à lambda sur 4 qu'un dipôle a une impédance d'entrée réelle égale à 73 ohms. Alors maintenant, on va essayer de varier la longueur parce qu'on sait que si on varie la distance, on aura une influence. Maintenant, est-ce que lorsqu'on va varier la longueur, on aura une influence sur une amélioration ou bien une dégradation au niveau des performances de ce qu'on vient de voir, au niveau d'orientation de diagramme de rayonnement et de rendre ce groupement beaucoup plus directif. Alors, on sait que si on varie la longueur, on diminue ou bien on augmente la longueur, on est en train de changer l'impédance d'entrée de l'antenne. D'accord? Surtout, soit la partie réelle, soit la partie imaginaire. On a vu que lorsqu'on diminue les longueurs ou la longueur de l'antenne, on se dirige vers un effet capacitif. D'accord? Donc, ça, ce sont des résultats de l'étude qu'on a fait au niveau du chapitre 2. On a vu que une fois qu'on diminue la longueur de l'antenne, on se dirige vers des longueurs beaucoup plus petites. Donc, on a la partie imaginaire de l'impédance d'entrée qui devient capacitif et donc il y a un effet capacitif. D'accord? Ça, on l'a déjà vu. D'accord? Alors, pour des longueurs, L, de chacun des bras peu différentes de lambda sur 4, donc, supposons on est sur un dipôle de méandre. Un dipôle de méandre, sa longueur en entier, il est 2L égale à lambda sur 2. Donc, il est constitué par deux bras, par deux parties et qui sont identiques. Donc, chaque bras, il a une longueur de lambda sur 4. Alors, supposons qu'on est sur une longueur qui est différente de lambda sur 4. Alors, l'impédance est selfique. D'accord? Il est un peu inductif, si vous voulez, et le déphasage introduit par le parasite est alors supérieur à P, c'est la longueur est supérieure, c'est L est supérieur à L', longueur pour laquelle ZE est réel. Alors l'impédance, le deuxième cas, c'est que l'impédance va être capacitive si on diminue la longueur. Et le déphasage introduit est alors supérieur à P, c'est L, ou si la longueur est inférieure à L'.
D'accord? Donc, vous voyez que l'impédance va changer. On a soit une impédance de caractère inductif ou selfique, ou si on augmente la longueur, ou bien si on diminue la longueur, l'impédance devient capacitive. D'accord? Et donc, si bien évidemment on diminue la longueur. Alors, en fixant D, D, c'est la distance entre le pilote et parasite. Et en faisant varier la longueur du parasite, donc principalement, on va varier la longueur du parasite. Le dipôle, il est alimenté, on ne va pas le toucher, donc on va le laisser comme il est. On va varier la longueur du parasite, euh, tout en laissant la distance entre les deux fixe. D'accord? Parce qu'on ne peut pas changer tous les paramètres, sinon on ne va pas s'en sortir. D'accord? Donc, on doit tout d'abord fixer la distance entre le pilote et le parasite et on va varier la longueur du parasite. D'accord? Varier la longueur du parasite, ça veut dire la réactance du parasite. D'accord? C'est la partie imaginaire. Lorsque je vais varier la longueur du parasite, j'agis sur la partie imaginaire, soit je l'augmente, soit je le diminue. Bien évidemment, j'agis aussi sur la partie réelle, mais principalement sur la partie imaginaire, parce que en augmentant, comme je viens de dire, en augmentant la longueur, on a un effet inductif ou sylphique. D'accord? En diminuant la longueur, on se dirige vers un effet capacitif. D'accord? Et donc, la partie réelle, ou la partie plutôt imaginaire, devient plus de nature capacitive, c'est-à-dire se forme d'une capacité avec une partie imaginaire qui est négative. D'accord? Et donc, on va définir un paramètre euh, R. Ce paramètre R, il est donné par cette relation-là. D'accord? Un rapport entre l'amplitude du champ avant sur l'amplitude du champ arrière. Lorsque je parle de champ avant ou la direction avant, c'est la direction parasite-pélote et la direction arrière, c'est la direction pélote-parasite, c'est-à-dire la direction inverse. D'accord? Donc, on essaie de faire un rapport de ce champ-là, de l'amplitude pardon, du champ, en fonction de la longueur, en fonction de la longueur du parasite. D'accord? Alors, on peut faire ça expérimentalement en prenant une antenne parasite et on varie la longueur de cette antenne-là. Donc, l'étude des variations de ce rapport R en fonction de la réactance ou de la partie imaginaire du parasite, on les a fait pour une distance qui est égale à 0,1 lambda. D'accord? Donc la courbe que vous voyez là sur la diapo, c'est une courbe qui représente R, d'accord, le paramètre R, en fonction de X. X, c'est la réactance ou la partie imaginaire de l'antenne parasite. D'accord? Donc, bien évidemment, en changeant, comme je viens de vous dire, en changeant la longueur du parasite, on change la réactance, on change la partie imaginaire de parasite. Et donc là, on a représenté les différentes parties imaginaires et on a tracé le R qui est le rapport de l'amplitude du champ vers l'avant sur l'amplitude du champ vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le rayonnement est maximal vers l'avant lorsque la réactance est selfique. D'accord? Donc, le rayonnement, on trouve un rayonnement maximal, d'accord? Une valeur de R égale à 3, à peu près égale à 3, d'accord? C'est-à-dire là, d'accord? Là, on va dire à peu près vers plus 35 O. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une réactance qui est égale à G 35 ohms. Donc, c'est une partie imaginaire. D'accord? Donc, le rayonnement est maximal, c'est-à-dire ce rapport, euh, il est maximal. Et donc, ce rapport-là, c'est un rapport de l'amplitude du champ avant sur le champ arrière. Ça veut dire que s'il est maximal, ce rapport, il est maximal, ça veut dire que le rayonnement est maximal vers l'avant lorsqu'on a une réactance sylphique. D'accord? Lorsqu'on a une réactance sylphique, c'est-à-dire qu'on a une partie imaginaire qui est positive. D'accord? C'est-à-dire
en augmentant la longueur du parasite par rapport à sa longueur initiale, longueur 2L égale à lambda sur 4, lambda sur 2, pardon, parce que c'est un dipôle de méandre, en augmentant légèrement la longueur du parasite, cela ne permet d'avoir bien évidemment une réactance qui est selfique, d'accord, parce que la réactance devient positive, on obtient des valeurs positives, et ça nous permet de maximiser le rayonnement vers l'avant, d'accord, de maximiser le rayonnement vers l'avant, c'est-à-dire avant le pélote, d'accord, dans le point M, si vous voulez. Alors, quand est-ce que j'ai un rayonnement maximal vers l'arrière? Et cette valeur maximale, elle est obtenue pour R égale à 0,1, c'est à peu près là, hein, d'accord, comme vous pouvez voir ici, hein, d'accord. Et donc, cette valeur, elle est obtenue, si vous voulez, pour une valeur de à peu près, on va dire, une partie imaginaire qui égale à moins 15, d'accord, qui égale à peu près à moins 15. Donc, la réactance égale à moins G15 O. D'accord? Donc, le rayonnement maximal vers l'arrière lorsque R égale à 0,1. Donc, bien évidemment, ce rayonnement maximal, il est obtenu, bien évidemment, avec une réactance capacitive. D'accord? Vous voyez que la réactance obtenue, c'est une réactance qui est négative. Et donc, c'est comme on a un effet capacitif. Et donc, en diminuant la longueur. Donc, on a diminué la longueur, c'est-à-dire 2L cette fois-ci, elle est inférieure à lambda sur 2. D'accord? Donc, on est inférieur à lambda sur 2, sachant bien évidemment que lambda sur 2, c'est la longueur de dipôle de méandre. D'accord? Donc, je répète, on a deux cas, soit le rayonnement maximal vers l'avant, soit le rayonnement maximal vers l'arrière. Et donc, pour que le rayonnement maximal soit vers l'avant, il faut augmenter légèrement la longueur du parasite, d'accord, pour avoir une réactance ou une partie imaginaire qui est positive, qui égale G35O. D'accord? Pour maximiser le rayonnement vers l'arrière, dans ce cas-là, il faut bien évidemment euh, avoir une réactance capacitive, d'accord? Et on obtient ce rayonnement maximal vers l'arrière, c'est-à-dire vers la direction pélote-parasite, lorsque la réactance égale à moins J15 ohms, c'est-à-dire on obtient un rapport R entre l'amplitude du champ avant sur l'amplitude du champ arrière qui est égale à peu près à 0,1. Voilà. Je sais maintenant comment agir sur la longueur du parasite. Si j'augmente la longueur du parasite, je maximise le rayonnement vers l'avant, c'est-à-dire au point M. Si je diminue la longueur de parasite par rapport au dipôle, au pélote plutôt, donc je maximise le rayonnement vers l'arrière, c'est vers le point M'. D'accord? Et donc on aura deux cas de figure, hein, comme vous pouvez voir ici. Si j'augmente la longueur du parasite par rapport au pélote, donc le rayonnement, il est vers l'avant. C'est-à-dire le rayonnement maximal, c'est comme je dirige le rayonnement vers l'avant. D'accord? Vers le point M. D'accord? Le deuxième cas, si je diminue la longueur du parasite par rapport au dipôle, au pélote, pardon, donc je maximise ou j'oriente le rayonnement vers l'arrière. D'accord? J'ai un rayonnement qui est orienté vers l'arrière. D'accord? Donc, vous voyez comment je peux contrôler mon rayonnement tout en agissant sur la longueur du parasite. Je peux bien évidemment confectionner une antenne avec ce groupement-là, tout en faisant le choix sur le premier cas ou le deuxième cas, ça dépend où je veux orienter mon diagramme de rayonnement. Donc, quelle que soit la valeur de D, normalement, ces résultats, on l'obtient avec n'importe quelle valeur de D. La valeur de D, c'est-à-dire la distance entre le pélote et le parasite. Donc, quelle que soit la valeur de D, pour la courbe de tout à l'heure, on l'a tracée par rapport à une distance D, d'accord, constante, parce qu'on n'a pas varié la distance D entre euh, les deux antennes, pélote et parasite. Maintenant, si je change la distance D, d'accord, j'obtiens la même allure.
D'accord? J'obtiens toujours la même allure et donc j'ai ce phénomène-là. Donc ce phénomène-là est généralisé, donc un maximum vers l'avant pour un parasite selfique. D'accord? Donc je peux conclure que pour avoir un maximum de rayonnement vers l'avant, il faut que j'ai un parasite selfique, c'est-à-dire que je dois augmenter légèrement la longueur du parasite par rapport au pilote. D'accord? Un maximum vers l'arrière, si je veux avoir un maximum de rayonnement vers l'arrière, dans ce cas-là, il faut que je prends un parasite capacitif. D'accord? Un parasite capacitif, ça veut dire que 2L est inférieur à lambda sur 2. D'accord? Alors, en règle générale, étant donné qu'on pilote un dipôle lambda sur 2, si je suppose généralement que le pilote il est un dipôle lambda sur 2, parce qu'on n'agit pas sur le pilote, on ne change pas la longueur du pilote. Si j'ai un pilote de lambda sur 2, si le parasite a une longueur de L supérieure à lambda sur 2, le rayonnement se fait dans le sens parasite-pilote. Et dans ce cas-là, on dit que le parasite joue le rôle du réflecteur. D'accord? Donc, dans le premier cas, donc on a les deux cas ici hein, sur la diapo. Donc, dans le premier cas, ce cas-là, d'accord, le cas où le parasite a une longueur supérieure à lambda sur 2, à la longueur du pilote, donc on dit que le parasite va jouer le rôle de réflecteur. D'accord? Lorsque la longueur du parasite elle est supérieure à lambda sur 2. Maintenant, si la longueur du parasite elle est inférieure à lambda sur 2, donc le rayonnement se fait dans le sens pilote-parasite, c'est-à-dire le sens arrière, c'est le deuxième cas, d'accord? Et dans ce cas-là, le parasite joue le rôle du directeur, d'accord? Donc le parasite peut jouer le rôle du réflecteur lorsque sa longueur elle est supérieure à la longueur du pilote, qui est un dipôle de lambda sur 2, dans notre cas. Donc, il jouera le rôle de directeur en cas inverse, c'est-à-dire lorsque sa longueur elle est inférieure à lambda sur 2. D'accord? Donc, deux cas joués par le parasite selon sa longueur. Si sa longueur il est supérieure au pilote, dans ce cas-là, il joue le rôle de réflecteur. Par contre, il jouera le rôle de directeur lorsque sa longueur il est inférieure à la longueur du pilote, qui est un dipôle lambda sur 2. Et dans ce cas-là, le parasite présente un effet capacitif. D'accord? Donc voilà comment peut-on construire un groupement de rayonnement pilote-parasite et comment favoriser le rayonnement dans une direction par rapport à une autre. D'accord? Comment orienter le rayonnement. D'accord? Donc on oriente le rayonnement et orienter le rayonnement, ça veut dire orienter le diagramme de rayonnement. D'accord? Donc soit on a un diagramme de rayonnement vers l'avant, soit on a un diagramme de rayonnement vers l'arrière, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc en agissant sur le, le, la langue de parasite, on peut bien évidemment orienter le diagramme de rayonnement. Alors, on peut conclure sur ce qu'on vient de voir. Donc, l'adjonction des éléments parasites non alimentaires à proximité d'un dipôle pour modifier considérablement son diagramme de rayonnement. D'accord? Donc, vous voyez, l'étude qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté la longueur du parasite et on a mis le parasite derrière un dipôle qui est alimenté et donc de ce fait-là, vous voyez le diagramme de rayonnement parce que le diagramme de rayonnement d'un dipôle, vous le savez très bien, ce sont deux cercles. Là, on change le diagramme de rayonnement. Vous voyez, le diagramme de rayonnement, il a un lobe, cette fois-ci, il a un lobe principal, d'accord, qui est orienté vers l'avant. D'accord? Alors, je peux toujours rajouter d'autres éléments parasites, d'accord? C'est-à-dire d'autres dipôles qui ne vont pas être alimentés, je peux les rajouter soit en arrière du pilote ou bien en avant. D'accord? Alors, l'adjonction des éléments parasites non alimentés à proximité d'un dipôle, alimenté bien évidemment, peut modifier considérablement le diagramme de rayonnement. Alors, deux facteurs doivent être contrôlés avec précision. Donc, on peut toujours ajouter des éléments, mais il faut contrôler deux facteurs. La distance à laquelle ces éléments sont placés et aussi les dimensions, c'est-à-dire la taille.
Est-ce qu'ils sont de taille supérieure à la taille du pilote ou bien de taille inférieure à la taille du pilote? Donc, ainsi, l'adjonction d'un élément plus long, c'est-à-dire un réflecteur, d'un côté de l'épaule, d'accord? Donc, on peut, comme vous pouvez voir ici, on a rajouté un réflecteur. Ça, c'est un réflecteur. Pourquoi un réflecteur? Parce que d'abord, il est en arrière du pilote et en même temps, il a une taille un peu plus longue que le pilote. D'accord? Donc, nous constatons que le diagramme de rayonnement a changé et que la direction de rayonnement opposée est favorisée. D'accord? Et donc, l'antenne, il est devenu directionnel. D'accord? Donc, on a rendu cette antenne-là, qui est formée de sous-groupements de ces deux euh, antennes simples ou de ces deux éléments ou ces deux sources rayonnantes, d'accord? Donc, il est devenu directif. Alors, pour favoriser encore plus le rayonnement dans la direction avant, c'est-à-dire vers le point M, on peut rajouter un directeur, un élément directeur, d'accord? Donc, on peut toujours rajouter de l'autre côté de l'épaule un second élément parasite qui est plus court que le dépôle. Donc, dans ce cas-là, si on rajoute des éléments plus courts que le dépôle, dans ce cas-là, ces éléments vont être appelés directeurs. Alors, dans ce cas-là, on constate que le diagramme de rayonnement, c'est à nouveau modifié de façon à favoriser encore plus le rayonnement préférentiel. D'accord? Vous voyez que le diagramme de rayonnement ou le lobe principal, il devient beaucoup plus intéressant. Donc, on a favorisé encore plus le diagramme de rayonnement vers l'avant. Et vous voyez que l'antenne devient plus directionnelle que tout à l'heure. D'accord? Donc, voilà un groupement de trois antennes. Hein. Donc, le fait de rajouter, le fait de rajouter un réflecteur, ça nous a permis d'orienter le diagramme de rayonnement vers l'avant. Et en plus, on a favorisé cette orientation du diagramme de rayonnement en rajoutant un directeur. D'accord? Un directeur, c'est-à-dire une antenne parasite de longueur inférieure à la longueur du payload. D'accord? Alors, pour favoriser le rayonnement vers l'avant, donc on rajoute des directeurs euh, vers l'avant du payload et les réflecteurs, on les met derrière le payload. D'accord? Donc, en faisant ça, donc on peut concevoir différents types d'antennes ayant des diagrammes de rayonnement directifs et on favorise le rayonnement bien évidemment, qui favorise le rayonnement dans une direction donnée. Alors, ce principe-là, il est utilisé pour l'antenne Yagi, d'accord? L'antenne Yagi, bien évidemment, qui prend son nom de son inventeur japonais, d'accord? Donc, cette antenne Yagi n'est que autre qu'une synthèse, bien évidemment, de deux groupements ou des groupements d'antennes. D'accord? C'est-à-dire un groupement formé par plusieurs antennes. D'accord? Et donc, cette antenne, il est utilisé bien évidemment pour la réception TV. Il est utilisé sur les toits de nos habitations. Il était très utilisé pour capter les chaînes télé locales. D'accord? Et donc, il est également utilisé aussi pour les missions. Il peut être utilisé pour les missions à faible puissance, c'est-à-dire inférieures à la dizaine de watts, quelques dizaines de watts. Alors, c'est une antenne qui est associée autour d'un élément actif, donc qui est le pilote. Donc, l'élément actif, il est là, c'est le pilote. Hein, donc, c'est un dipôle qui est alimenté de lambda sur 2. On associe autour de ce dipôle des antennes ou des éléments passifs, d'accord, qui ne sont pas alimentés, soit des directeurs. Dans ce cas-là, leur longueur il est inférieure à lambda sur 2, c'est-à-dire inférieure à la longueur de dipôle, lambda sur 2, ou bien des réflecteurs ayant des longueurs légèrement ou supérieures à lambda sur 2. D'accord? Donc les réflecteurs, on les met derrière le pilote et les directeurs, on les met en avant de dipôle. D'accord? Donc
Donc, ces directeurs et ces réflecteurs sont déposés de part et d'autre de dipôle de cette manière, le rayonnement va s'ajouter. Et donc, à l'émission, cette antenne Yagi il rayonnera dans le sens réflecteur, c'est-à-dire dans le sens directeur. Et à la réception, ce sont les directeurs qui vont être dirigés vers l'émetteur. Et donc, l'antenne Yagi, ou les éléments constitués de l'antenne Yagi présentent en effet quelques variantes, hein. Donc, généralement, c'est pas des pôles minces qui sont utilisés. On va voir, il y a plusieurs variétés de dipôles qu'on peut utiliser pour l'antenne Yagi. Donc, d'ailleurs, vous pouvez imaginer l'image des antennes Yagi, hein. Donc, vous pouvez même chercher sur Internet pour voir les différentes images de ces antennes-là qui sont constituées de plusieurs éléments associés donc sur une tige. Donc, on a rassemblé plusieurs éléments. Bien évidemment, tous ces éléments-là sont centrés autour d'un dipôle actif, d'accord? Et donc, on trouve de part et d'autre différentes antennes qui jouent le rôle de réflecteur ou bien de directeur. D'accord? Donc, donc, par exemple, pour le dipôle lambda sur 2, pour le dipôle actif, on trouve différents types de dipôles. Donc, ça, c'est un dipôle simple ayant une résistance aux parties réelles de parties réelles qui est égale à 75 ohms. D'accord? On peut trouver aussi un dipôle IP, d'accord, comme vous pouvez voir ici, c'est un dipôle IP, dipôle replié. Donc, autant que vous voyez, autant que je change de valeur ou de forme de dipôle, autant que je change l'impédance de l'antenne. D'accord? Donc, j'augmente, forcément, j'augmente l'impédance, d'accord, ou surtout la partie réelle de cette impédance d'entrée. D'accord? Donc, on peut avoir aussi des dipôles repliés avec une tige épaisse. Donc, le repliement de dipôle ou l'apissement des tiges a un effet d'augmenter la bande passante. Donc, pas seulement l'impédance d'entrée, mais aussi la bande passante. Donc, ça agit aussi sur la bande passante. D'accord? Et donc, on peut également avoir des dipôles repliés à trois brins, comme vous pouvez voir ici, donc sur les deux figures suivantes. Donc, soit de ce type-là, avec une résistance de 630 ohms, ou bien de ce type-là, avec une résistance de 900 ohms. Donc, on agit bien évidemment sur l'impédance, et pas seulement sur l'impédance, même sur la bande passante. Alors, pour les réflecteurs, on peut avoir différents types de réflecteurs. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir ici, hein, donc, bon, un réflecteur simple, ça c'est juste un parasite, hein, comme on vient de voir dans notre étude. Mais généralement, il y a d'autres types de réflecteurs, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est des réflecteurs généralement qui sont placés derrière le dipôle, l'un sur deux. Donc, ne sont pas toujours une simple tige métallique de longueur supérieure au dipôle, mais ils peuvent être de différentes formes, soit deux tiges métalliques de distance D, comme vous pouvez voir sur l'image suivante, d'accord, deux tiges métalliques de distance D, d'accord. Donc, tout se passe comme on a un seul réflecteur, hein, bien évidemment. Et donc, du fait de l'épaisseur, d'augmenter l'épaisseur, elle augmente la bande ou la largeur de bande. D'accord? Alors, une surface plane dont des tiges métalliques sont parallèles, le deuxième cas, donc une surface plane avec plusieurs tiges métalliques qui sont parallèles à la direction de polarisation du champ. Donc, si on considère une antenne d'épaule, donc et son image électrique par rapport au plan, donc on étudie alors le groupement de deux antennes en opposition de phase, d'accord, et avec une certaine distance, hein, donc, et donc le gain ça nous permet aussi d'augmenter le gain. Donc, le gain, dans ce cas-là, dans le cas de ces types d'antennes, peut arriver jusqu'à 6 dB. Alors, deux surfaces planes formant
un dièdre, là, comme vous pouvez voir le dernier cas. Donc ça, ce sont juste quelques variétés. Vous pouvez trouver aussi d'autres. D'accord, il y en a d'autres qui sont utilisés pour d'autres types d'applications. Dans le dernier cas, donc par exemple, l'étude du groupement peut se faire par la méthode des images électriques. Donc il y a des méthodes appropriées qui vont être utilisées dans certains cas, lorsque bien évidemment le réflecteur ou l'antenne parasite prend une forme différente. Alors pour les directeurs, on a quelques types, hein, donc soit un directeur simple, euh, comme vous pouvez voir, ou bien un directeur formé parfois des bras croisés. Donc le rôle du directeur, bien évidemment, c'est d'augmenter le gain, d'accord? Et donc la directivité, donc automatiquement d'augmenter la directivité et le rapport R de l'amplitude de champ avant sur l'amplitude de champ arrière. Alors, les antennes situées dans des zones de faible champ sont elles aussi constituées d'un grand nombre, parfois 10 ou même plus de directeurs. D'accord? Alors, toutefois, l'adjonction des directeurs conduit à une diminution de l'impédance résultant de l'antenne. D'accord? Donc, très vite, l'impédance de 75 ohms, caractéristique de dipôle d'origine, parvient à des valeurs inacceptables car beaucoup trop faibles. D'accord? Et donc, pour permettre une adaptation convenable à la ligne de transmission. Donc, l'adjonction des éléments aux plusieurs directeurs, ça peut agir sur l'impédance, comme on vient de voir, c'est-à-dire que l'impédance change, il augmente, et donc ce qui va agir sur l'adaptation, d'accord, de la ligne par rapport à la ligne de transmission. Alors c'est pourquoi dans le cas des antennes à grande gain, qui comportent un nombre de directeurs important, on remplace le dipôle d'origine par un trombone euh, qui a un gain égal à celui de dipôle, mais qui présente une impédance quadruple ou un double trombone dont l'impédance est environ 9 fois plus grande, sur lequel l'effet de réducteur d'impédance des brins multiples se fait bien moins sentir et permet de conserver bien évidemment l'impédance résultante normale qui est de l'ordre de 75 ohms. Donc tout ça, c'est des techniques pour concevoir des antennes Yagi. Donc différentes variétés de réflecteurs, directeurs et d'épaules lambda sur deux qu'on peut trouver et qui existent et qu'on peut l'utiliser pour des applications pratiques. D'accord? Donc, généralement, la confection des antennes Yagi peut se faire expérimentalement, c'est-à-dire en prenant une tige et en plaçant différents types de directeurs réflecteurs autour d'une antenne d'épaule qui va jouer le rôle de pilote. Et donc, tout en plaçant ces différents éléments, on peut voir le diagramme de rayonnement, on peut voir l'intensité de rayonnement et les différents paramètres. D'accord? Dans une chambre anéchoïque, on pourra vérifier ça sur place. Et donc, on pourra confectionner expérimentalement une antenne qui peut servir à une application donnée. D'accord? Donc, quelques remarques sur l'antenne Yagi, hein. Donc, très souvent, divers éléments de l'alignement sont équidistants et les directeurs ont toujours la même longueur. D'accord? Généralement, pour les directeurs, on garde la même longueur, mais ceci n'est pas indispensable, hein. Donc, les directeurs peuvent ne pas avoir la même longueur. Dans ce cas-là, les longueurs diminuent. Donc, comme vous pouvez voir sur l'exemple, les longueurs diminuent, d'accord? Donc, ici, hein, donc là, là, si vous voulez, c'est le pélote. Celui-là, c'est un parasite. Et là, ce sont des directeurs. Et donc, on voit que le directeur, sur les directeurs, dans l'exemple suivant, on ne garde pas la même longueur, mais les longueurs diminuent régulièrement en partant de pélote. D'accord? Donc, on peut construire des éléments où les éléments ne sont pas équidistants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même distance, et la mise au point s'effectue de façon empirique. Donc, comme je viens de dire, la mise au point de tous ces éléments peut se faire d'une manière expérimentale en essayant d'une manière pratique
différents types de directeurs. Alors, il y a un axe de symétrie de l'antenne, c'est l'axe qui est là, c'est l'axe que j'ai nommé ici X', d'accord? Et donc, les courants sont maximales sur cet axe, mais les potentiels, ils sont nuls, d'accord? De ce fait, il est possible de placer une tige métallique le long de X' et de souder les éléments, sauf évidemment le pilote qui doit être alimenté par une ligne symétrique, d'accord? Donc, le pilote doit être alimenté par une ligne symétrique, comme on sait. Donc, c'est un dipôle. Donc, son alimentation se fait au milieu. Et donc, nous pouvons, pour plus de sécurité, utiliser des pastilles isolants entre la tige et les différents éléments. D'accord? Donc, voilà quelques informations sur l'antenne Yagi, qui reste une antenne très utilisée hein, dans pas mal d'applications. Donc, voilà. Et donc, comme vous avez pu constater, nous avons développé, à partir de ce groupement pilote-parasite, une étude pour comprendre le fonctionnement de l'antenne Yagi. Et donc, à base de ce qu'on vient de voir, on peut confectionner plusieurs types d'antennes Yagi, hein, donc différents types d'antennes Yagi. Ça dépend des performances qu'on veut, ça dépend des caractéristiques qu'on cherche à avoir. Alors, pour continuer toujours sur les différents types d'antennes multi-éléments, donc on va voir les antennes à des pôles croisés. D'accord? Et la première type d'antenne à des pôles croisés, c'est l'antenne tourniquet. D'accord? Alors, si cette antenne elle est largement utilisée en radiodiffusion, on va voir pourquoi d'ailleurs. Hein. Donc, on sait que bon, donc, lorsqu'on parle de radiodiffusion, on parle sur une antenne d'émission. D'accord? Donc, c'est une antenne d'émission. Et donc, cela me ramène à ce qu'on a dit déjà dans le chapitre 1, lorsqu'on a parlé sur le théorème de réciprocité. On s'est dit quand est-ce qu'une antenne peut être utilisée pour la réception, quand est-ce qu'une antenne peut être utilisée pour l'émission. D'accord? Et donc, on a évoqué certaines hypothèses et on a donné quelques indications sur les utilisations des antennes, à la fois dans l'émission et dans la réception, selon les contraintes imposées par chaque type ou chaque rôle, émission, réception. Alors, en radiodiffusion, l'antenne d'émission doit, dans la plupart des cas, fournir un diagramme de rayonnement omnidirectionnel, c'est-à-dire qui rayonne dans tous les sens, d'accord, dans le plan horizontal. Alors, montrons que cela est possible à partir de deux doublets orthogonaux dans l'espace. D'accord? Donc, on va prendre deux doublets, comme vous pouvez voir ici, donc deux doublets croisés, comme vous pouvez voir, d'accord? Dans un plan, bien évidemment. Donc, ils sont croisés, donc deux doublets orthogonaux, et donc alimentés par des courants I1 et I2 de même amplitude et en quadrature de face, d'accord, comme vous pouvez voir sur les relations suivantes, d'accord, les deux relations. Donc, chaque antenne, elle est alimentée par un courant, donc l'antenne 1, d'accord, ou le doublet 1, il est alimenté par un courant I1 qui est égal à I0 exponentielle G oméga, et l'antenne 2, d'accord, le deuxième doublet, qui est perpendiculaire au premier, donc il est alimenté par le même amplitude I0, sauf avec un certain déphasage de pi sur 2. Donc I0 exponentielle G oméga t plus pi sur 2. D'accord? Donc vous voyez que les deux relations de cours. Donc, sachant le diagramme caractérisant le rayonnement, ou le diagramme de rayonnement d'un doublet et sinus θ, donc nous pouvons calculer le champ rayonné par chaque doublet. D'accord? Donc, pour le champ rayonné par le doublet 1, ou le champ qu'on a appelé le champ E1 va être égal à K I0 sinus θ exponentielle G oméga de t, sachant que K, c'est G 60 pi divisé sur lambda R fois L exponentiellement GKR. D'accord? Donc, ça, c'est le champ rayonné par un doublet. D'accord? Donc, voilà. Juste dans cette expression de champ, j'ai introduit le courant I1. Parce que je sais que j'ai alimenté le doublet avec un courant I1 qui est égal à I0 exponentielle G oméga t. D'accord?
Son diagramme de rayonnement ou sa fonction caractéristique de rayonnement, il dépend de sinus θ, d'accord? Comme vous pouvez voir. Alors, pour euh, l'autre doublet, le champ va s'écrire sous la forme suivante, d'accord? Donc, E2 qui égale à K, toujours K, c'est la même constante, hein, I0, sinus pi sur 2 moins θ, exponentielle G oméga t plus pi sur 2. D'accord? Donc, comme on vient de dire, il y a une sorte de déphasage au niveau de l'alimentation de courant entre euh, le doublet 1, le doublet 1 et le doublet 2. D'accord? Ils ont la même amplitude, mais ils sont quadrature de phase. Donc, il y a un déphasage de pi sur 2 entre les deux. Alors, je prends l'expression de champ rayonné par le doublet 2, qui est en déphasage de pi sur 2, ou qui est en quadrature de phase. Donc, cela, je peux l'écrire sous la forme suivante. KI0 cosinus θ, d'accord? Exponentielle Gp sur 2, exponentielle G oméga t. D'accord? Que je peux écrire sous la forme suivante. GKI0 cosinus θ, exponentielle G oméga t. D'accord? Alors, dans ce cas-là, je peux faire la somme, d'accord? Je peux se placer à un point M dans cette direction-là, d'accord? Je me place à une direction donnée, sur un point M appartenant au champ lointain, d'accord? Je peux faire la somme ou je peux calculer le champ rayonné par les deux doublés. Donc, le champ au point M dans la direction delta, le champ global, d'accord, et il est la somme, je suppose qu'il est la somme du champ rayonné par l'antenne 1 ou le doublet 1 plus le champ rayonné par le doublet 2. Donc, je fais la somme des deux expressions de tout à l'heure. Ça va donner K I 0 sinus θ plus J cosinus θ exponentielle G oméga t. Alors, en module, si je calcule le module, je trouve que le module de champ, il est constant. D'accord? Quel que soit θ, il ne dépend pas de θ. D'accord? Il ne dépend pas de θ. Hein, donc, en module sinus θ plus G cosinus θ, en module, ça va être égal à 1. D'accord? Et donc, le module de champ, ça va être K et 0. Et donc, il ne dépend pas de θ. Donc, il n'y a pas de dépendance de θ. Si ça ne dépend pas de θ, ça veut dire le rayonnement, il est bien omnidirectionnel. D'accord? Donc, le rayonnement, il est dans tous les sens. Donc, il ne dépend pas de θ. D'accord? Il ne dépend pas d'une direction donnée. Donc, je viens de prouver que l'antenne tourniquet formée par deux doublets orthogonaux ayant deux courants alimentés par des courants de même amplitude et en quadrature de phase me permettent d'avoir une antenne d'émission qui peut être utilisée pour la radiodiffusion, qui est une antenne ayant un diagramme de rayonnement omnidirectionnel dans le plan horizontal. C'est-à-dire que le champ global présente par cette antenne tourniquet, il ne dépend pas de θ. Et donc, c'est un champ qui va être rayonné dans toutes les directions. Alors, généralement, l'antenne tourniquet ou la réalisation de l'antenne tourniquet ne se fait pas par des doublés, il se fait par des dipôles de méandre. D'accord? Et dans ce cas-là, si on veut refaire le raisonnement de tout à l'heure, ce raisonnement, on peut le faire en utilisant bien évidemment les relations des deux fonctions caractéristiques de rayonnement pour chaque dipôle. D'accord? Et généralement, lorsqu'on calcule le diagramme de rayonnement, on constate que le diagramme de rayonnement reste valable qualitativement, plus ou moins, on va dire. D'accord? Euh, donc voilà, alors pour faire le calcul, donc on va remplacer les fonctions caractéristiques de rayonnement euh, des deux doublés par les fonctions caractéristiques de rayonnement des dipôles. D'accord? Généralement, pour les doublés, on avait sinus et cosinus. Hein, donc, rappelez-vous bien, donc, dans les expressions de tout à l'heure, donc, on a une fonction caractéristique de sinus pour le doublet 1. Alors, puisqu'il est en quadrature de phase avec le doublet 2, donc le doublet 2, on a trouvé une fonction caractéristique de rayonnement qui dépend de cosinus. D'accord? Donc, soit sinus, cosinus. Donc, pour le doublet, c'est très simple. Maintenant, pour le dipôle,
Donc, puisque c'est un dipôle de méandre, donc c'est lambda sur 2, on a calculé la fonction caractéristique de rayonnement dans le chapitre 2, et donc on peut reprendre les deux fonctions caractéristiques de rayonnement pour un dipôle lambda sur 2. Hein. Donc, on a cosinus pi sur 2 cosinus θ divisé sur sinus θ pour le dipôle 1. Et pour le dipôle qui est en quadrature, cosinus pi sur 2 sinus θ sur cosinus θ. De la même manière, on va calculer le champ total rayonné par l'antenne tournique qui est réalisée à partir de deux dipôles de méandre au point M. Le point M appartient toujours au champ lointain. Donc, ça donne K I0 plus la somme des deux fonctions caractéristiques de rayonnement exponentielle G oméga. Donc, module, si je prends le module de champ, ça va donner quelque chose de la forme suivante. Donc, on obtient la relation de champ qui est de cette forme-là. D'accord. Alors, en traçant cette relation, donc on peut utiliser un outil de traçage des fonctions. C'est un outil de calcul formel et qui va nous permettre de tracer cette fonction-là. Et donc, si on fait le traçage, on a à peu près un diagramme de rayonnement qui va s'approcher sensiblement d'un cercle. D'accord? Donc, si vous voulez le diagramme de rayonnement de chaque dipôle, donc le dipôle vertical, son diagramme de rayonnement de ce type-là, le dipôle plutôt horizontal, il a un diagramme de rayonnement de ce type-là, ce qui va donner un diagramme de rayonnement qui s'approche à peu près d'un cercle. D'accord? On s'approche à peu près d'un cercle avec un maximum de rayonnement dans les directions des axes des dipôles. D'accord? Donc, c'est à peu près omnidirectionnel, c'est-à-dire on a un rayonnement omnidirectionnel dans tous les sens. Et donc, on peut, à l'aide de dipôles, on peut réaliser cette antenne tourniquée.